C'est le beau militaire du coin, le pompier au casque rutilant, le gendarme surentraîné et rassurant. S'acoquiner avec un homme en uniforme, c'est parfois succomber au prestige de son métier, craindre les risques qui font son quotidien et oublier qu'un jour, on s'installera avec lui pour vivre dans une caserne. Épouser un militaire, c'est aussi épouser son métier. Quand Emily rencontre John, elle sait qu'il sera pompier. C'est sa vocation, sa passion. Et même si elle ne se voit pas construire sa vie dans une caserne, elle ne peut lui demander de renoncer à son rêve. Alors ce rêve, elle le fait sien. Vous écoutez Transfert, épisode 279, un témoignage recueilli par Lisiane Larbani. Je suis originaire du Sud-Ouest. Je suis née aux abords de Bordeaux. C'est où se sont rencontrés mes parents. Et j'ai grandi sur Oloron-Sainte-Marie, à la frontière espagnole. J'ai un cadre familial assez stable. Mes parents s'occupent pas mal de nous. On est plutôt heureux, quoi. En 2004, j'ai 15 ans. C'est le premier été où j'ai un petit copain. Je pars me promener en scooter avec mes copines et on le rejoint aux abords d'une école. Là, on se retrouve avec ses copains du collège et je rencontre Jonathan, tout le monde l'appelle John, qui du coup fait partie de la bande. John, il est costaud, il fait du rugby, il vient d'arrêter le vélo, donc il a pris pas mal de poids suite à une blessure. Et c'est pas le mec sur qui je me serais retournée. Donc je me dis pas grand-chose sur lui, juste salut, il a l'air sympa, il sourit, il a l'air très gentil. On se met à discuter et il me fait rire de suite, je le trouve très drôle. Et dans les instants qui suivent, je le trouve très solaire. Je me dis, ce mec-là, ça doit être génial de le fréquenter tout le temps. On échange, il me demande d'où je viens, de quel collège, comment ça se passe dans le collège. Il essaye de discuter. Je vois bien qu'il s'intéresse à moi. Je donne pas trop suite et devant mon refus un peu, il me dit: «Tu le sais pas encore, mais toi et moi, on va finir mariés». Tout le monde se tait, il y a un peu un silence. Ça s'arrête là. Donc mon copain le prend mal, on s'en va. Je revois pas John pendant un mois. C'est l'été, donc on fait des repas, des pique-niques entre nous comme quand on a 15 ans. Je fais à manger des pâtes au saumon pour le groupe de copains et là, à nouveau devant tout le monde, il répète: «Ah Émilie, tu sais cuisiner? Beh, c'est sûr, toi et moi, on va finir ensemble». Je me sépare un mois, même pas un mois après, en fait, ça entraîne des réactions de jalousie qui sont justifiées puisque moi, dans ma tête, je m'aperçois que je n'ai plus les mêmes sentiments. Je l'annonce à John quelques semaines plus tard dans une fête de village. On est en train de danser sur la chanson de Louise Attaque, Je t'emmène au vent et il me regarde et on s'embrasse. Quand il m'embrasse, c'est évident. C'est difficile d'expliquer l'évidence. C'est difficile de mettre des mots sur quelque chose qui paraît simple. Je suis bien, je suis avec lui, on danse, je rigole, je suis bien. John, il est très drôle, il est solaire. J'ai l'impression que tout ce qu'il touche devient hyper intéressant, tout ce qu'il me raconte, devient une aventure, Je découvre qu'il est passionné par les pompiers. Cette passion, c'est étrange parce qu'on peut pas l'expliquer. Beaucoup de pompiers se transmettent cette passion par identité, par exemplarité. Papa est pompier, tonton est pompier, ça se passe en famille. John, lui, personne dans sa famille est pompier. Il y a pas d'antécédents et vraiment depuis tout petit pourtant, il est fasciné par les flammes, par le fait de sauver les gens, il adore ça. On est en début d'été, on sort tous du collège pour rentrer au lycée. Donc moi, je pars en seconde générale. John, lui, il part en lycée professionnel. Je sais que j'ai des sentiments pour John dès le départ, mais je refuse un peu de l'admettre. Je sais que John est très charmeur et j'ai pas envie de m'engager officiellement avec lui. Il y a aussi une amie à moi qui est très attachée à lui et donc c'est difficile de se mettre en couple officiellement. Et donc, je préfère rester un peu cachée et ça dure plusieurs années. C'est très rigolo parce que les gens me donnent un surnom
un peu intouchable ou pense que j'ai pas de relation au départ et lui, il pense qu'il va à droite, à gauche ou on sait pas trop et en fait, on est ensemble. On est jeunes, mais on réalise aussi qu'on est trop petit pour que ça dure autant et qu'on n'est pas assez mature pour que ça évolue dans le bon sens. On a besoin l'un de l'autre dans nos vies mutuelles. On a besoin, d'échanger, de se raconter nos vies, de suivre les étapes, l'un de l'autre, même de savoir avec qui, on est ou pas. Lui n'arrive pas à avoir de vraies relations ou à se poser. Lui n'est pas fidèle du tout dans ses relations. Moi, si. Mais par contre, il fait capoter toutes mes relations. On se décide enfin à se mettre ensemble. Je viens d'avoir mon bac. Je vais partir comme étudiante, sur Bordeaux et lui, il va partir en BTS après son bac pro. On décide de se mettre ensemble. Ça dure quelques mois et de nouveau, on se sépare et après, on se met vraiment ensemble. Tout le long, John, il est quand même, resté, fidèle à sa passion. Il est jeune sapeur-pompier, puis pompier volontaire et pendant une soirée, il se lance le défi d'aller aux pompiers de Paris pour se confronter à l'élite des pompiers. John s'entraîne, beaucoup, il va courir, il fait beaucoup de natation, il part en montagne, il fait du trail et donc il s'entraîne, fortement et je le pousse, en ce sens et les résultats tombent. Il est pris. Je suis très, très fière pour lui, très contente. Je le vois heureux, je le vois engagé, je le vois investi, c'est chouette de le voir, pris comme ça. Quand il est reçu aux pompiers, je suis très fière et je décide, d'arrêter la relation parce que j'ai mon meilleur ami qui est déjà aux pompiers de Paris, qui est en relation depuis presque 7 ans et qui m'appelle, toutes les semaines pour m'annoncer qu'il trompe sa copine, tous les 3 soirs. Donc j'ai pas envie que notre histoire se résume à ça et j'ai pas envie que ça se termine, comme ça et je préfère en fait arrêter là. John ne comprend pas. Il me regarde et lui dit: «Mais tu me pousses à aller, dans un chemin en sachant que tu vas arrêter, je comprends pas. Dans ce cas-là, j'y vais pas». Et je lui dis: «Si, si, il faut que tu y ailles, on doit se retrouver, on se retrouvera». La rupture est difficile, mais pas tant que ça parce que c'est un rêve pour lui qui se réalise et je suis pas triste, j'ai pas l'impression de le perdre. Quelque temps après, je me remets en couple avec un garçon qui préfère que j'arrête de parler avec John pour éviter, toute tentation et donc on arrête de discuter et lui aussi se met en couple de son côté. 2 ans plus tard, j'arrive à la fin de mes études à Périgueux. Je prends le train pour retourner sur Oloron et il y a un accident de la circulation et donc on est affrété par bus et je me retrouve, à une place attribuée, à côté de John. Je rentre dans le bus, je m'assois et je fais pas vraiment attention. Automatiquement, je dis: «Bonjour» et il rigole. Je tourne ma tête et il me dit: «Si ça, c'est pas le destin, Émilie, difficile de faire mieux quand même». Et en fait, il descend de Paris. Il se retrouve pas dans le même train, mais lui aussi est bloqué puisque plus aucun train ne circule. Et donc on passe les 5 heures de bus à discuter, à refaire le monde, à refaire le point sur, les 2 ans qui viennent de passer. Il me raconte que sa relation n'a duré, qu'1 an, qu'il n'a pas réussi à passer au-dessus, qu'il pense encore beaucoup à moi, mais qu'il souhaite que ma relation dure et qu'il est très, très heureux pour moi, pour mon cheminement. Je viens d'obtenir ma licence, pour être responsable de structure sociale, médico-sociale. Une fois arrivés à destination, on a un peu de mal à se séparer, même beaucoup, on a tous les 2 les voitures sur le parking, on discute, pendant encore plusieurs heures et arrivé à la maison, il m'envoie un message disant: «Je pense quand même que nous 2 ça aurait dû être autre chose». Je décide de rentrer, voir, mon copain qui m'a pas vu depuis plusieurs jours, qui ne comprend pas pourquoi je mets autant de temps, à rentrer et la seule chose que je me dis en étant allongée à côté de lui, parce qu'il est déjà endormi, c'est: «Tu peux pas être là, tu peux pas rester là, c'est pas possible».
Tu n'as rien à faire là et je décide d'arrêter la relation. Suite à ça, on se parle sans arrêt. Lui, il pense encore que je suis en couple et donc il essaye de sauver ma relation, ce qui me fait beaucoup rire. Et donc je le laisse faire. Encore une fête, à la foire au jambon de Bayonne. Il descend de Paris exprès. On passe la soirée ensemble et il me dit: «Émilie, vraiment tous les 2, ça devrait être autre chose» et il me dit: «Par contre, cette fois, je veux que ce soit vraiment sérieux. Je veux que tu y réfléchisses». Et en fait, il revient pour son anniversaire. Et donc à son anniversaire, je vais le voir à la caserne puisqu'il est de garde à Oloron. Et à partir de là, on se remet ensemble. En 2 ans, chez les pompiers de Paris, lui, il a gravi les échelons, très rapidement. Donc il va passer sergent, sous-officier. Ça lui donne droit à un logement de fonction, au sein d'une caserne et il me propose, de venir vivre avec lui. Il me dit: «Bon, d'accord, je laisse tout, c'est d'accord, je te suis, on y va». 1 mois après, je suis tombée enceinte. Quand j'apprends que je suis enceinte, je panique. Je sors d'une longue relation. Je crains quand même le «qu'en dira-t-on?». On est dans une petite ville. J'arrive devant John, paniquée, et je lui dis la boîte. J'avais gardé le test et lui la boîte. Et il me regarde avec un grand sourire et il me dit: «Mais c'est super. Tu vois, c'est vraiment que toi et moi, c'est ça, c'est écrit». Et je sais pas, il me prend dans les bras, ma peur s'envole. Je suis bien et je me dis: «Bon, on verra». On est au mois de mai quand j'apprends que je suis enceinte. Au mois de juin, je passe des entretiens. Je suis prise, sur 3 postes, j'en choisis un. Au mois de juillet, je déménage et au mois d'août, malheureusement, les aléas de la grossesse, je me retrouve alitée. Donc la grossesse se passe, comme elle peut, mais au final, c'est un mal pour un bien parce que, ça nous permet de passer beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Parce que John travaille à la caserne, donc on est tout le temps ensemble. Le temps qu'on a perdu, on le rattrape. John, il sait qui je suis. Il a la chance aussi qu'on ait grandi ensemble, et qu'on n'ait pas été ensemble en couple tout le long. C'est qu'on a été amis, qu'on a passé des périodes sans se parler, qu'on ait chacun évolué de notre côté, nous a permis de nous retrouver et d'être, plus soudés. Je sais qu'à ce moment-là, quand je le vois avec Anaïs, c'est un super papa. Je nous regarde et je me dis: «La chance qu'on a». On a mis du temps, mais la chance qu'on a. Donc Anaïs a 1 an et demi quand je fais une fausse couche, qui était pas du tout un enfant voulu ou quoi, et John me dit: «Ce serait quand même bien, tu penses pas, d'avoir des enfants rapprochés, qu'on se relance de suite, qu'ils soient proches, qu'on puisse faire». J'hésite beaucoup, je suis pas trop, pour, et le 1er décembre, je finis par lui dire: «Bon d'accord, va pour le deuxième enfant», et le 5 décembre, je tombe enceinte. On part pour les vacances de Noël, sur Oloron, donc on repart voir le gynécologue qui nous avait suivis pour Anaïs et qui, en plaisantant, nous dit, «Ah, vous le portez pas de la même façon, ce sera un garçon». Il sort de là heureux comme tout et il me dit: «Ce sera un garçon, on va l'appeler Nathan, à 2 on fera qu'un». Je dis: «Ah non, 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 pas du tout. Anaïs et Émilie, c'est bon, maintenant Nathan et John, pas du tout. Le deuxième, c'est moi qui choisis le prénom, tu sais même pas si c'est un garçon». On en reste là, je lui dis: «On verra, tu sais rien». On profite de ces fêtes de fin d'année, Noël et le Nouvel An, pour passer, du temps avec nos familles. On remonte à Paris le 7 janvier parce que John est attendu le 8, donc on écourte nos vacances d'1 jour. Le 9 janvier, c'est la reprise. Je pose Anaïs chez la nounou et je pars, direction le SAMU social de Paris où je travaille. Je suis, médiatrice, donc je me rends, sur les hôtels et je rencontre les familles et les hôteliers pour, vérifier, les conditions. Donc c'est assez difficile. Personne ne sait que je suis enceinte à ce moment-là et c'est une grosse journée. Je fais tout le secteur du 93 et je n'ai pas le temps de manger. Cette journée-là, je finis un peu tard. Je rentre à la maison, il est 18h. On est comme d'habitude avec John, on échange toute la journée. Lui, sa journée, c'est pareil, elle est assez intensive,
Ils sortent beaucoup avec le camion. Je rentre avec Anaïs dans les bras, je vois que le bain est chaud, John a utilisé son temps de repos, pour nous et là, je vais dans la cuisine et je m'aperçois, comme il sait que j'ai pas mangé, il m'a préparé une énorme salade César. J'ai un petit post-it, «Bon appétit ma puce, je t'aime». Je finis ma journée, je mange, je couche Anaïs un peu plus tard et vers 23h30, je reçois un message de John qui me dit: «Je vais arriver, je suis un peu en retard». Il finit par arriver à 00:30 à la maison. On discute, on rigole, il est fatigué. Il finit par s'endormir et étonnamment, parce que c'est une petite marmotte, cette nuit-là, Anaïs, se réveille. Donc je vais la voir et là, je vais me recoucher. Il me dit: «Oh, tu vas me faire des papouilles un peu?» Et on se met à discuter. Je le relance sur le mariage, qui est un sujet qu'il adore aborder ou avec lequel j'ai un peu plus de mal et je lui dis: «Finalement, je renonce à la demande, si tu as déjà la bague, c'est OK, on se marie». Et là, s'assoit dans le lit, il me dit: «Vraiment? Sérieusement?» Et je lui dis: «Oui, oui, si tu as déjà la bague, c'est OK». Je dis ça en rigolant et il me dit: «Attention, hein». Je lui dis: «Oui, oui». Et là, ça sonne dans l'appartement et donc il comprend qu'il doit partir. Il part, il s'habille très vite, il sort de l'appartement, il réouvre la porte, il me dit: «Bisous, hein, je t'aime». Il referme la porte et là, j'entends ses pas dans le couloir qui s'en vont précipitamment. John part, il est presque 4h. À 6h, on vient taper chez moi. Je me dis, il doit me faire une blague. Et ça retape à la porte. Instinctivement, je me lève et tout le long du couloir, qui n'est pas si long que ça, mais là, il me paraît terriblement long, je me dis, pourvu que ce soit lui. Parce que quand on est femme de pompier, de gendarme, de militaire, je pense quand même que, même si on n'a pas peur, parce qu'honnêtement, j'ai pas peur, on a quand même cette angoisse de se dire, s'il lui arrivait quelque chose un jour. J'avance, j'ouvre la porte. Et là, je vois David, notre voisin, et un capitaine que je ne connais pas. Instinctivement, je mets ma main en stop devant le monsieur que je connais pas. Et je regarde David en lui disant: «Est-ce qu'il est mort?» Il me regarde avec les yeux remplis de larmes et il me dit: «Non», en hochant de la tête. Je soupire de soulagement, je me dis: «Bon, déjà, ça va». Et le capitaine, voulant me rassurer, me dit: «Non, il a fait un malaise». David l'interrompt et lui dit: «Non, Émilie, il est parti, en AR». En AR, c'est en arrêt respiratoire, donc ça veut dire qu'ils ont dû le réanimer. Je ferme la porte, je m'adosse à la porte. Réflexe d'enfant, première personne que j'appelle, ma mère. Et là, petite fille que je suis, dès que j'entends le son de la voix de ma mère, je me mets à pleurer. Et je dis: «Maman, c'est pas possible ce qui m'arrive, John, il a eu un accident. Ils m'ont dit qu'il était en arrêt respiratoire, pourtant il allait bien. Je comprends pas». Ma mère, qui comprend beaucoup plus vite la situation que moi, me dit: «Ça va aller. S'il faut venir avec, sa mère ou son père, ou les 2, je vais me débrouiller». J'appelle ses parents, forcément, très difficile, hein, l'annonce. Je leur demande de se préparer à une éventualité et je leur demande de venir. Et là, je me dis: «Anaïs». J'appelle l'une de mes voisines qui est au-dessus et je trouve étonnant parce que elle décroche et elle me dit: «Oui, t'inquiète pas, j'arrive». Et en fait, je me rends compte très vite que tout le monde est déjà au courant et que tout le monde l'a su avant moi. Nous partons à l'hôpital. À mon arrivée dans le service, on m'explique que lors d'un feu de parking souterrain sur lequel il est parti, il a manqué d'oxygène et qu'il a dû faire un malaise, que le malaise a été rapidement pris en charge, que ça n'a pas dû durer plus de 3 minutes et que là, on l'a mis sous protection de froid, tunnel de froid, pour protéger le cerveau et que quand je vais rentrer dans la pièce, faut pas que je sois étonnée de le voir, dans cet état. En suivant le protocole militaire, je n'ai pas le droit de le voir tant que le général n'est pas arrivé. Et ça, moi, même si je vis avec un pompier de Paris, le protocole militaire, je ne le connais pas. Donc j'attends, le général arrive.
Là aussi, protocole ou pas, je le connais pas. Je: «Bonjour, ah vous êtes là, très bien, bon ben on va voir John». Il me regarde un peu étonné, je lui dis: «Bon ben très bien, ah je vous ai pas dit bonjour, pardon, je vous fais la bise». Je fais la bise au général. «Vous voulez venir avec moi?» Il me regarde un peu étonné, «Oui, oui» et on rentre dans la chambre et mon premier réflexe en voyant John allongé sous ce tunnel de froid, c'est de l'engueuler. Je m'approche de son visage, un peu gonflé, par tous les produits, qui sont en train de lui injecter. Je me mets à l'engueuler, je lui dis: «Tu vas te réveiller, tu as pas le droit. Tu as pas le droit de me laisser parce que tu voulais ce deuxième enfant et je t'interdis de mourir. Tu te débrouilles comme tu veux, mais faut que tu reviennes». Je me retourne et je vois le général, les yeux remplis de larmes parce que je me rends compte que j'ai oublié d'avertir que j'étais enceinte. Et je regarde John et je me dis: «Je t'en supplie». Je vois qu'il est très loin. Je me sens très seule et instinctivement, je regarde mon portable et j'ai besoin de prendre son téléphone pour me dire: «Ah ben lui écris pas, ça sert à rien». On me dit qu'il va s'en sortir, qu'il respire seul, que c'est très encourageant, qu'il y a pas de raison, qu'il est en bonne santé, que tous ses organes réagissent bien. Moi, de nature très positive, je me dis, «C'est comme dans les films. Il suffit d'y croire, ça va aller et si ça prend du temps et s'il faut la rééducation, c'est pas grave, je ferai ce qu'il faut». Le temps passe, je m'allonge à côté de lui, je lui fais écouter de la musique, je discute avec lui. On voit qu'il réagit un petit peu, puis non. Le lendemain matin, je suis avec, John dans la chambre, l'un de ses meilleurs amis est arrivé. On se met à discuter et là, John ouvre les yeux. Donc, on m'avait averti sur les réflexes, possibles qu'il pouvait y avoir, donc, je m'emballe pas. Je lui prends la main, je lui dis: «Si tu es là, ferme les yeux». Je compte jusqu'à 3, je me déplace dans la pièce et tu ouvres les yeux où je me déplace. Je me déplace en diagonale dans la pièce. Je fais 1, 3 directement et là, il ouvre les yeux et il me regarde sur le côté. Donc je comprends qu'il est là. Euphorie totale avec, son ami, on est trop heureux, le miracle est là. Je le regarde, je lui dis: «Mais sois pas triste, ça va». Et il se met à pleurer, à beaucoup pleurer. À l'hôpital, quand c'est comme ça, ils mettent un peu de gel au coin des yeux pour pas que ça s'abîme ou pour, hydrater. Et là, tout le gel coule en même temps, il pleure, il pleure. Et je lui dis: «Ça va aller, t'inquiète pas, ça risque d'être long, c'est normal que tu puisses pas bouger ou quoi. C'est que le début, ils t'ont mis beaucoup de produits, Anaïs va bien, le bébé va bien, tout se passe bien, t'inquiète pas». J'essaie de le rassurer au possible et je vois quand même qu'il me regarde avec insistance et qu'il y a un problème, qu'il essaye de discuter avec moi. Je pense que je suis dans cet échange, mais que je suis tellement contente que je veux juste, qu'il le soit aussi. Je me dis: «Beh, je vais appeler les copains pompiers pour qu'ils viennent te voir et tout ça. Repose-toi, je te fais des bisous, je t'aime, tu toute ma vie», et là, je le vois, il est fatigué, il ferme un peu les yeux et quand, je lui dis, «Tu l'amour de ma vie», là, enfin, je vois le «toi aussi», l'avantage, comme tous ceux qui aiment, on sait quand on se regarde, il n'y a pas besoin de beaucoup de discours et là, ça me fait du bien. Le médecin, à la sortie, vient me voir et il me dit: «On a un problème. Je pense qu'il vous a dit au revoir». Alors là, moi, je comprends pas. Je lui dis: «Bah, c'est pas possible. Regardez-le, il vient de se réveiller», et il me dit: «Est-ce qu'il a bougé les mains?» «Les mains? Non, il n'a pas bougé les mains», et il me dit: «Je pense qu'il va faire un œdème cérébral. Il s'est trop battu. Il a essayé de se réveiller trop vite». Et le soir même, le sang envahit, quasi toutes les régions du cerveau. Donc le médecin vient me voir et il me dit, voilà, Jonathan a laissé une lettre. Quand, John fait l'œdème cérébral, il part, de suite au bloc.
Je le vois passer sur un brancard avec, un médecin sur lui, un peu comme dans les films, la Grey's Anatomy avec tout le monde qui court, autour de lui, il part au bloc, tout le monde s'affole et ils ressortent, 4 heures après, et je vois à la tête du médecin que c'est pas bon. Le sang a pris beaucoup de régions du cerveau, envahit le cerveau et donc même en absorbant au maximum tout ce qu'ils ont pu, les conséquences, seront irréversibles. Je demande au médecin si John peut redevenir John, si jamais il se réveille, parce qu'en fait l'œdème cérébral, n'arrête pas le cœur. Donc John est encore là, au niveau de son corps. Moi, je peux encore m'allonger à côté et j'entends encore son cœur battre, je vois son corps bouger. Ça paraît un peu irréel, c'est difficile de me dire qu'il va plus être là. Et donc il me confirme que même s'il se réveille, ce ne sera plus John. Et là, je me rappelle toutes nos conversations et je sais que s'il se réveille, s'il a une once de conscience, il supportera pas être comme ça. Il comprendra pas que j'ai pu, le laisser comme ça. Et comment expliquer à nos enfants qui est papa s'il le voit comme ça ou s'il se réveille pas? Ça traverse, dans ma tête et je me dis: «Bon OK, bah là Émilie, tu y es. Il va falloir tenir ta parole et tenir tes engagements». L'engagement que j'ai envers John à me dire, «Tu peux pas le laisser comme ça», c'est parce qu'on en a déjà discuté plusieurs fois, parce qu'il a déjà des amis qui sont morts au feu, parce qu'il sait déjà ce que c'est. Donc je dis au médecin, «Très bien, je suis d'accord pour arrêter le corps, mais avant ça, j'aimerais savoir si on peut donner les organes de John». Parce que John était donneur d'organes et qu'il est pompier, donc il a quand même vocation à sauver des vies. Il va au bloc parce que c'est là-bas que les reins vont être prélevés et que c'est là-bas que son cœur va être, arrêté. Il y a pas de réel moment pour lui dire au revoir parce que j'ai déjà conscience qu'il est plus là, qu'il n'entend plus. J'ai quand même le doute qui reste. Alors, instinctivement, ce que je lui fais écouter, c'est la voix d'Anaïs. Parce que je me dis que la dernière chose qu'il entendra après mon «je t'aime», c'est elle. C'est certainement ce qu'il aurait voulu entendre, à la fin, quand il joue avec elle et qu'il rigole. C'est des copains pompiers qui poussent le lit jusqu'au bloc, avant que les infirmiers prennent le relais. Tout le long qu'on marche, il y a des pompiers tout le long. Je me mets juste, tout au bout, je lui fais un dernier bisou et je lui rappelle que je l'aime. À son décès le 13 janvier, John est déclaré mort pour la nation, ce qui signifie que tout un protocole est enclenché. Comme tout militaire, à partir de ce moment-là, le corps n'appartient plus à la famille. Le corps de John, dans le cercueil, va faire le tour de Paris, des casernes dans lesquelles il a été, avant d'être amené à la caserne principale à Champéret, qui est dans le 17e arrondissement. La cérémonie a lieu le 15. John, a eu une cérémonie, le matin aux Invalides et l'après-midi à Champéret, plus militaire, avec les ministres qui se déplacent. Et 2 jours après, la deuxième cérémonie sur Oloron-Sainte-Marie. Étonnamment, pendant cette période, alors je me sens seule parce qu'il n'est pas là, mais je me sens, étrangement fière de sentir ce qu'il a accompli quand même, de voir l'hommage qui lui est rendu et j'ai conscience, très rapidement que s'il était décédé dans un accident de moto, ma peine à moi serait la même. Ma douleur, la douleur des enfants serait la même, mais la reconnaissance et le devoir de mémoire seraient pas les mêmes. Je me dis que j'ai de la chance de l'avoir eu dans ma vie et que les gens ont pu voir l'homme qu'il est aussi. Donc je suis dans ce tunnel-là où je me dis aussi: «Voilà, sois à la hauteur de l'homme qu'il est et fais en sorte que les cérémonies
soit à son image. Je rentre pas de suite à Paris, je rentre 15 jours après, mais j'ai besoin de rentrer, à la maison. C'est chez nous, c'est idiot, mais de plus l'avoir au téléphone, de plus avoir de messages, déjà c'est obsessionnel, j'ai nos 2 téléphones en permanence et là d'être chez nous, ça m'enlève quand même quelque chose et je sens que les gens attendent moins de moi. Je peux être, moi avec ma fille. Je suis enceinte d'1 mois et demi et je suis inquiète parce que se pose un autre problème. Je comprends très vite que le bébé que j'attends ne va pas pouvoir porter le nom de John parce qu'il y a pas de reconnaissance anticipée. Donc, je prends rendez-vous, avec l'assistante sociale de la brigade qui m'informe sur, mes droits et me parle d'une procédure qui peut avoir lieu, en cas de mort pour, la nation, qui s'appelle le mariage posthume. Le mariage posthume, c'est un mariage, standard, sauf que dans les faits, il part de la veille du décès. Le mariage posthume, c'est un dossier qui me demande beaucoup de papiers, donc je vais demander, à tous nos amis, à ses chefs, à mes chefs, à nos familles, des attestations prouvant, que nous vivions ensemble, parlant de nos relations, parlant de tout ce qui était nous, faisant foi de tout ce qui prouvait que nous vivions ensemble et que nous avions l'intention de continuer notre vie ensemble. Le plan de notre future maison qui était en cours, le médecin, qui avait vu, le bébé, enfin tout ce qui est déjà possible, les lettres que John m'avait écrites, je mets tout dans ce dossier et je suis également auditionnée, par le commissariat de Choisy-le-Roi pour, vérifier si la véracité de nos relations et de la fidélité de John également. Une fois que tout va bien, que tout est validé, le dossier peut enfin partir et suivre son processus. Donc il part au tribunal de grande instance entre Créteil, Paris, puis dans différents ministères, ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur, part chez le Premier ministre et puis, au chez le président pour finir par être validé afin que la cérémonie puisse avoir lieu. Puisqu'un mariage posthume pourrait être, f définitivement validé, doit être clôturé par une cérémonie obligatoire. Je vais devoir me marier à une chaise vide. Le 31 août 2018, je donne naissance à notre bébé, un petit garçon que j'appelle Nathan, comme le souhaite John et je me dis, «Voilà, la boucle est bouclée». C'est mon père qui va déclarer Nathan, à la mairie et on l'informe que pour créer la fiche de Nathan il faut créer un nouveau, livret de famille. Mais pour cela, il faut faire disparaître John, ce qui est inentendable pour moi. Donc je refuse de faire un nouveau livret de famille et préfère attendre, le mariage posthume. Nathan, devient non pas un sans-papier, mais il n'existe administrativement pas. Il n'existe qu'à travers son acte de naissance et nous n'avons pas les mêmes droits que tout le monde. Finalement, le dossier du mariage posthume, revient à moi et je peux célébrer la cérémonie le 18 juin 2019, 1 an et demi après le décès de John et presque 1 an après la naissance de Nathan. Je décide, de faire un mariage quand même à notre image et de pas en faire quelque chose de triste. J'organise, après la cérémonie, un petit repas et je loue un bateau où j'organise un apéro et tout ça, très sympa. Sauf que quand j'arrive avec mon papa pour la montée des marches, déjà, il est très stressé et je le vois très touché. Je me rends bien compte à son état que ça va pas et je mets la chanson que John avait décidée parce que monsieur était très perfectionniste et savait déjà, même jusqu'à la chanson de notre mariage et donc c'est celle de Mariah Carey, Without You, ce qui est très prémonitoire au final. Mais à mon entrée, je m'attendais pas à voir tous les gens pleurer. Moi, j'arrive, avec une ambition en me disant: ça y est, j'arrive au bout du périple administratif, nous allons être une famille»,
nous existons, ça y est, John, regarde, regarde, j'y suis arrivée. Ça m'a pris 1 an et demi, mais j'y suis. Et là, je vois tous les gens, tristes et en fait, son absence qui me pèse, quotidiennement, chaque seconde et beh, là, je me dis: «Oh non, ils arrivent pas à passer au-dessus». J'avance et je passe la cérémonie à consoler nos témoins parce que, bah, c'est une cérémonie où je me marie à une chaise, hein. Donc sur sa chaise, j'ai mis son petit bonhomme porte-bonheur et un de ses gants. Mais vraiment, le mariage posthume, ça reste quand même pour moi étrangement, un bon souvenir parce que c'est une étape et que c'est le début du nous pour nous 4. Après le mariage posthume, je pense que tout est résolu et que Nathan va avoir, ses papiers, une carte d'identité, que nous allons avoir un livret de famille et que tout va être, résolu. Mais pas du tout. On tombe dans un vide juridique puisque la mairie de naissance nous explique qu'il n'y a pas d'article de loi qui l'oblige à reconnaître, Nathan et à donner le nom de son père. Pendant plus de 2 ans, je galère, avec toute l'administration, avec toutes les démarches, possibles et inimaginables pour les demandes, à la CAF, pour la carte vitale, pour, la prise en charge, à la crèche, pour, tout ce qui est une demande pour nounou, tout ce qui peut paraître, évident pour la demande, l'enregistrement aussi à la maternelle et j'ai eu de la chance parce qu'il reste encore des gens humains. La directrice de la maternelle de Nathan, par exemple, ça a été à son bon vouloir. Sinon, mon fils n'aurait pas pu être scolarisé. À l'heure actuelle, Nathan n'a pas encore de, pension des pupilles de la nation, alors qu'il est pupille, au même titre que sa sœur depuis mon mariage posthume, donc depuis juin 2019 et il ne perçoit rien. Pour, la carte vitale, je bataille encore puisqu'il est encore à mon nom de jeune fille et qu'il ne change pas le nom. Il y a, des exemples comme ça, j'en ai beaucoup. À l'heure actuelle, par, trimestre, je pense que je dois imprimer, 70 pages rien que pour les dossiers pour les enfants. Je dois photocopier, 30 pages en plus, pour, redonner des documents qu'il faut justifier. Je suis obligée de donner, 4 à 5 fois la même attestation scolaire, aux mêmes organismes alors que je change pas d'école, dans l'année. Au niveau de la sécurité sociale, c'est compliqué puisqu'il existe à mon nom de jeune fille, mais ça a été compliqué au niveau de sa reconnaissance puisqu'il n'était pas ils l'ont sorti de ma carte vitale puisque je n'étais plus sa mère après le mariage posthume puisque, c'était plus madame Y qui avait accouché de Nathan, mais madame X puisque j'avais changé de nom, le mariage posthume partant de la veille, du décès et donc avant la naissance de Nathan. Tout est devenu très compliqué. Tout ce qui devait simplifier ma douleur l'a amplifiée. Nathan a des papiers depuis octobre 2022, donc depuis un peu plus de ses 4 ans. Pour bon nombre d'organismes, il est encore, à mon nom de jeune fille, donc je continue les démarches et les sollicitations et ma plus grande bataille, c'est également de faire valoir ses droits, financiers aussi en tant que pupille de la nation. Je le répète sans cesse, mais John, il est mort après le combat et moi, c'est après sa mort à lui que le combat a commencé. John, il est jamais parti. Il est plus là physiquement, mais il est partout. Il est dans tout ce que je fais tout le temps il est dans leurs yeux, il est dans tout ce que j'essaye de transformer pour qu'il existe encore, je pense, comme toute personne qui perd un repère, de toute façon. Il nous reste que ça, le devoir de mémoire pour essayer de faire perdurer, la personne. Moi, j'ai cette facilité-là parce qu'il est mort pour la nation, il y a les cérémoniales. Facilité, oui et en même temps, c'est compliqué parce que je suis obligée d'y aller, sinon ça s'arrête. Moi, ma façon à moi de me relever de ça, c'est de continuer de le faire vivre. Je n'ai aucun regret, de m'être battue et honnêtement, si je devais recommencer, je referais les choses de la même façon.
Parce que pour moi, de la même façon que notre amour était évident, il était évident qu'on ait une famille et que John désirait avoir ses enfants. Il y a pas de sujet, là-dessus. La problématique qui pose question, c'est plus le traitement des dossiers, en France, ça oui, d'accord, et les démarches administratives. Mais moi, j'ai pas de regrets. Je cite, beaucoup, le film Nos étoiles contraires. Il y a une citation dans ce film où elle dit, «Tu m'as offert, une éternité dans un nombre de jours limité» et ça, c'est ce que m'a offert John. Il m'a offert cette éternité-là et je lui dois au moins ça. Mais si ça doit me prendre encore 15 ans, ça me prendra 15 ans. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 279, un témoignage recueilli par Lisiane Larbani. Il a été produit et réalisé par Slate.fr. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Johanna Lalonde. Montage, Victor Benamou. Musique, Arnaud Denzler. L'introduction a été écrite par Christophe Caron, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Et enfin, pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.